L'introduction à la méthode des résidus pondérés. L'objectif de cette capsule est de donner une introduction sur la méthode des résidus pondérés et montrer comment on peut utiliser cette technique pour solutionner des problèmes d'éléments finis. Nous abordons maintenant la partie un peu plus théorique du cours d'éléments finis où on verra tous les outils mathématiques qui sont mis derrière vers la mise en place de codes de calcul par élément fini. Donc on commence par une introduction en matière somme toute générale pour justifier ou démontrer l'intérêt de la méthode d'éléments finis par rapport à d'autres méthodes que vous connaissez peut-être depuis les cours que vous suivez à l'École polytechnique de Montréal. Donc, l'ingénieur, pour faire ses calculs ou pour prédire la déformée de structure, va s'inventer des modèles mathématiques pour résoudre ces problèmes. En général, les modèles sont bâtis à partir d'équations simples dérivant de phénomènes physiques généraux. Ce qui est compliqué, par contre, ou ce qui est particulier à chaque problème, c'est que la géométrie, les conditions rives peuvent faire en sorte que, parfois, il est très difficile de résoudre les équations de la physique qui sont, elles, somme toute simples et générales. Donc, dans la majorité des cas, l'ingénieur doit développer des techniques de solution pour lui permettre de résoudre ces problèmes qui deviennent malgré tout complexes, malgré qu'ils reposent sur des équations relativement simples et fondamentales. En général, les problèmes en mécanique du solide sont décrits par des équations différentielles. Les équations différentielles vont régir ou vont définir ou vont décrire plusieurs phénomènes qu'on observe dans la nature. Il existe différentes techniques pour résoudre des équations différentielles. On va en parler de deux ici, celle des différences finies et celle des éléments finis. Les différences finies, c'est une méthode très ancienne que vous avez certainement vue dans vos cours de méthode numérique. Et dans cette méthode, l'objectif est de discrétiser ou de dériver numériquement la fonction qui nous intéresse dans l'équation différentielle. Par exemple, si on avait l'équation différentielle suivante, où on a la dérivée de u par rapport à x égale une fonction inconnue, on va approximer l'équation du sur dx comme étant ici une différence finie. Donc, par exemple, dans ce schéma qui est ici, la différence va être donnée par u évalué en x moins u évalué en x moins une certaine distance h divisé par h. Et ça va nous donner une fonction dont l'ordre de précision est de l'ordre de h. Donc, cette première discrétisation, on va le dire d'ordre 1. Pour illustrer encore plus, considérons le problème suivant qui se trouve dans les exercices qu'on a fait sur les cadres à barreaux droits. Donc, on a notre problème de barreau droit, le barreau qui n'est pas droit, en fait, de barreau dont la section varie selon l'axe des x global. On avait vu dans l'exercice que l'équation différentielle qui caractérise ce problème est donnée par du sur dx égale f sur e. F, c'est la force appliquée, e, c'est le module de Young, et 25 divisé par 250 moins 3x. Donc, ce terme-là ici vient de la géométrie, de la géométrie puis la physique du problème. Si on voulait solutionner cette équation différentielle-là avec la méthode des différences finies, on pourrait se donner la discrétisation qui est ici et entre chacun des nœuds ici, appliquer cette équation-là. Donc, par exemple, ici, si je m'intéresse à ce qui se passe en x qui vaut x2, je vais avoir que u évalué en x2 moins u évalué en x1 qui, elle, vaut 0 divisé par h est égal ici au terme de mon équation différentielle évaluée en x2. Donc, je peux me faire la même équation ici en x3 et x4. Donc, je vais me ramasser ici avec un système de 3 équations avec 3 inconnus. Je vais avoir u2, u3, u de x2, u de x3, u de x4, u de x1 inconnu, et ici les termes de force. Donc, je peux mettre cette équation-là sous la forme suivante ici, donc sous la forme matricielle, où U2, U3, U4, c'est U évalué en X2, X3 et X4, et le terme de force évalué de l'autre côté. Et bon, la solution de ce système-là donne la réponse qui se trouve ici, et on rappelle que la solution de cette équation-là est 7.636. Donc ça, c'est la solution exacte de l'équation différentielle qu'on avait ici, lorsqu'on l'évalue en x qui vaut 50. Donc, on voit ici qu'il y a une bonne différence entre notre méthode approchée et la solution exacte. Évidemment, si on discrétisait de manière de plus en plus fine, on convergerait vers cette réponse-là. Avec les éléments finis, on prend une approche très différente. Et on pourrait dire que l'approche des éléments finis, elle est peut-être un peu plus physique que mathématique. Les prochains cours vont se concentrer sur les aspects plutôt mathématiques du cours, mais à la base, on peut l'interpréter comme une représentation un peu plus
physique que mathématique. Par exemple, dans ce problème, on avait divisé le problème en barreaux élémentaires et dans chaque barreau, on avait supposé que l'air était constante ainsi que les propriétés effectives. Et on avait coupé notre structure en éléments physiques, en éléments finis physiques qu'on va attacher ensemble par la suite. Donc, on voit déjà qu'ici, on n'entre pas directement dans la discrétisation d'une équation différentielle, mais on donne une représentation physique du problème. Donc, dans ce problème, on peut considérer les barreaux comme des ressorts rigides de rigidité KI. Donc, en utilisant la compatibilité géométrique et l'équilibre des forces, donc j'appelle ce sont des concepts assez physiques de l'ingénieur mécanique, on peut voir que la force transmise dans chaque ressort doit être égale à 1. Ici, elle est égale à la force appliquée pour que tout soit en équilibre. Donc, si on regarde ressort par ressort, on a ici la constante de ressort qui est donnée par l'aire de la section, le module de Young et la longueur du barreau, et ici l'allongement. Donc, pour chacun des barreaux, on aurait U2 moins U1. Donc, on se définirait ici aussi 3 équations qui font intervenir U2, U3, U4. On va mettre ça sous cette forme-là ici. Donc, chacune des équations 6 est réécrite sous la forme matricielle qui est ici. Donc, on retrouve la force qui est là, se retrouve ici. U2 apparaît là, ici, fois K1. Sur l'autre équation, on a ici que moins K2 est multiplié par U2. On a K2 qui multiplie U3, et ainsi de suite. Donc, on retrouve les 3 équations qu'on a définies ici. On vient de les réécrire sous forme matricielle. Donc, on peut réorganiser les équations, c'est-à-dire ajouter ou soustraire des lignes et des colonnes, et on obtient la matrice de rigidité qu'on avait obtenue pour résoudre ce problème-là ici, avec notre formulation par élément fini. Donc, on obtient une matrice symétrique qu'on peut solutionner, et ça va nous donner des déplacements en U2, U3, U4. Maintenant, si on fait l'hypothèse qu'entre U2 et U3 et entre U3 et U4, les déplacements varient de façon linéaire, on n'aura pas uniquement une solution à chaque nœud, mais bien une solution dans tout le domaine où on aura décomposé par morceaux notre solution. C'est-à-dire qu'entre U2 et U3, il y aurait une fonction U étoile de X qui va être linéaire, et une fonction linéaire entre U3 et U4 qui va être aussi fonction des déplacements au nœud 3 et au nœud 4. Donc, on dira ici qu'on va obtenir une solution approchée, U étoile de X, de la solution exacte de ce problème-là. Donc, quelques comparaisons entre les méthodes des différences finies, les méthodes des éléments finis. Donc, les différences finies servent à résoudre une équation différentielle. En éléments finis, on va aussi tenter de résoudre une équation différentielle. Donc, les deux méthodes servent à résoudre le même type de problème. En différence finie, on discrétise l'équation différentielle. En éléments finis, on choisit une forme approchée, U étoile de X, de la solution U de X. Donc, par exemple, ici, je faisais l'hypothèse d'assembler ensemble 3 barreaux de section constante. Donc, je vais obtenir dans chacun des barreaux une solution, puis ma solution finale, c'est l'assemblage de toutes ces solutions-là. La méthode des différences finies conduit à un système linéaire d'équations. La même chose pour la méthode des éléments finis. La solution donne les valeurs discrètes U étoile de X pour la méthode des différences finies, tandis que pour la solution des éléments finis, on a les solutions discrètes ainsi qu'une interpolation linéaire entre elles. Parce que dans chacun des éléments finis, on a décrit une physique, on a décrit une forme que prendrait la solution U étoile de X dans chacun d'entre eux. La méthode des différences finies est en général applicable à des problèmes où la géométrie est simple et régulière. En éléments finis, on verra qu'on n'a aucune restriction sur la géométrie du problème, ni sur les conditions limites et le chargement. Donc ça, c'est une grande puissance, la méthode des éléments finis, parce qu'elle s'adapte à toutes les géométries de problèmes qu'on peut rencontrer. En différence finie, la précision peut être améliorée en augmentant le nombre de discrétisations. Donc, si on veut, ça revient à diminuer le pas qu'il y a entre chaque évaluation de la fonction. En élément fini, on peut aussi augmenter la qualité de la solution en augmentant de plus en plus le nombre d'éléments ou en prenant des éléments qui sont de plus en plus petits. Nous appliquerons ces concepts-là un peu plus en détail dans les prochains modules où là, on va commencer à développer nos propres solutions par éléments finis à partir d'équations différentielles générales.